RCN. Le son de la différence. Bonjour à toutes et à tous. Voilà une émission qui démarre avec le fou rire et sur les chapeaux de roue. On fait des briefings carrément même sur le jingle. On vient de me museler. Non, je plaisante, chers auditeurs. Quel bonheur de vous retrouver en cette période qui continue d'être un peu étrange, complexe, parfois un peu inquiétante, entre guillemets. Du coup, on a toujours un grand plaisir de revenir dans nos studios avec co-animateurs et amis. Qui me donne des infos encore sur le jingle pour l'émission anciennement rubrique Pépinière de talent, bien que maintenant chaque émission est annoncée avec son propre titre, et c'est-à-dire aujourd'hui la réussite éducative qu'on retrouve tous les jeudis à 17h. Votre serviteur, le clown Chamallow, et émission co-animée dans cette rubrique-là avec David Richard, DRE de Maxéville. Voilà, c'est pour pas que je dise oui, parce qu'à chaque fois n'est jamais bonne, tu sais, depuis des années, il y a toujours un couac. Maxéville, on va dire Maxéville. Ça englobe une grande surface géographique que je ne développerai pas. Ça va, David? En forme? Ça va bien, en forme. Chers auditeurs, nous revoilà donc pour cette émission qui sera également, vous le remarquerez, car je sais que vous êtes tous des fidèles, placés dans la rubrique vie associative pour des raisons de congés scolaires, d'enregistrement, bref. Mais vous retrouverez l'émission vie associative le mois prochain, au mois de mars. Et j'annonce tout de suite des invités de marque, puisque j'aurai le bonheur de recevoir mes amis du Kiwanis, mes amis du Rotary Club également. On fera un petit clin d'œil sur le Secours Populaire, puisque j'ai eu le bonheur d'aller clowner il y a 10 jours place Maginot pour le Secours Populaire. Vous avez sûrement suivi, chers auditeurs, cette grande journée Secours Populaire avec les tickets tombola, etc. Il y avait une émission télévisée également en parallèle à nos actions sur le terrain. Et puis on évoquera la chasse aux œufs du Secours Populaire. Voilà un grand événement annoncé sur RCN. Et cette chasse aux œufs, on y croit beaucoup, très fort. Il y a une petite princesse qui est pas loin de nos studios là, qui espère aller animer cette chasse aux œufs qu'on anime depuis plusieurs années, qui avait été annulée l'année dernière pour les raisons que l'on sait du contexte dont je parlais tout à l'heure. Chers auditeurs, accrochez vos ceintures. Prenez comme chaque jeudi petit stylo, feuille, car beaucoup d'informations encore aujourd'hui. Une thématique qui m'est chère, très importante. C'est pour ça d'ailleurs que pendant le jingle, David me disait de pas trop parler dans cette émission parce que voilà, il sait que ça risque d'arriver. Je vais essayer de faire le moins de digression possible. Le thème d'aujourd'hui est cher au clown qui vous parle, bien entendu, car c'est l'enfance, la petite enfance, l'enfance et les jeux et l'enfance. J'essaie de peu résumer le titre que ne m'a pas donné David, mais je crois que j'ai un peu tout dit. Et puis on va faire tout de suite un tour de table. David, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense du bien, faisons ça. T'en penses du bien? Il est toujours d'accord. On va partir sur la gauche. Bonjour, Juline, c'est ça? Bonjour, oui. Du coup, je m'appelle Juline. Je suis étudiante en formation d'éducatrice de jeunes enfants à l'IRTS de Lorraine. Une étudiante, en plus on fera une émission aussi sur les étudiants. Merci Juline d'avoir accepté l'invitation d'RCN, merci beaucoup. Et à ma droite, Bérangère. Bonjour, donc Bérangère Petit, je suis responsable des ludothèques de Maxéville. Merci beaucoup. Et à ma droite, David, DRE. C'est pas grave, l'émission sera bien quand même. Ah oui, malgré tout. Bon, allez, c'est parti. David, maintenant que j'ai fini mes petites infos, je leur dirai peut-être des trucs en fin d'émission, mais pour aller plus vite, j'abrège. N'hésitez pas aussi, les chers auditeurs, de vous retrouver toutes les émissions de David et les autres, bien sûr, en podcast. Et merci à Cyril, notre technicien, qui nous fait le grand plaisir de, encore une fois, nous permettre de monter cette émission. David, quelques mots pour enclencher l'émission? Quelques mots avant une première petite pause. L'importance du jeu, je pense qu'on n'apprend rien à personne. Tout le monde à un moment aime bien jouer d'une manière ou d'une autre. Donc on va parler effectivement du jeu, de l'enfance, peut-être élargir un petit peu les choses avec le fonctionnement et les objectifs des ludothèques. Et puis je dirais quelques mots aussi sur la façon dont moi je vois le jeu au sein de la réussite éducative aussi. Voilà. Je propose une petite pause, à moins que tu aies un mot à dire. Je sens que tu as un mot à dire. Oui, mais tu sens bien. Mais un seul. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que j'ai médité toute la soirée sur la thématique de cette émission. En vérité, cette thématique-là, on l'aborde un petit peu dans les deux émissions que j'ai le bonheur d'animer ici depuis plusieurs années, finalement, parce que le jeu de l'enfance, n'est-ce pas aussi en parallèle le jeu que j'évoque dans l'autre émission, le jeu de la scène, le jeu des acteurs dont on parle souvent, et tu sais qu'en ce moment c'est un peu difficile pour les acteurs. Finalement, n'est-ce pas un peu les mêmes choses? Et puis le jeu de l'enfance, les ludothèques, c'est fondamental. Il faudrait que toutes les ludothèques rouvrent, mais bien sûr
encore une fois, en fonction aussi du contexte donc sur lequel je ne me positionne pas, je ne suis pas médecin, mais on sait à quel point c'est fondamental, nos invités vont nous le dire, et effectivement le jeu il est d'une importance dans le développement de l'enfance, voilà, et je pense qu'il faudrait qu'on s'y penche un peu plus, parce que dans la création de leur imaginaire, dans le développement. Bref, c'est une émission magnifique que tu me proposes là, David. Tout de suite une pause musicale, c'est parti Cyril, à tout de suite chers auditeurs. Wow, magnifique. Mais alors ça, si ça c'est... Ouais, mais ça vaut Adamo, Michel Thor et tout, hein. Oh, merci David, merci. Je sais absolument pas ce qu'on vient d'écouter. Mais c'était Adamo. C'était Diego Palavas, j'ai déjà passé, c'est des Vosgiens que j'aime bien. Qui mettent la pêche et qui racontent des choses bien. Ça n'a aucun rapport avec le sujet sinon. Non, mais si, c'est très bien. Et d'ailleurs, chers auditeurs, vous retrouverez de la musique un peu plus feutrée le mois prochain dans l'émission sur la vie associative. Ne ratez pas. Merci. Je suis déstabilisé parce que ouais, j'ai plein de sons dans les oreilles là. C'était magnifique. Oui, chers auditeurs, tout de suite, je dis, cette émission est filmée. On a un moment sur YouTube, etc., etc. Moi, j'y comprends rien, tout ça. Hein. Mais du coup, c'est pour la raison pour laquelle j'ai un petit doudou avec moi, voilà, qui représente aussi l'enfance, mais c'est surtout le doudou d'une princesse qui animera d'ailleurs le Secours populaire le 27 mars. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Juline, qui est très impatiente de pouvoir communiquer avec vous, chers auditeurs, à propos de l'enfance. Je le vois, elle est d'une très grande motivation. Tout de suite, Juline, donc, je te laisse présenter un petit peu. Oui. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Chamallow, le jeu dans l'enfance c'est quelque chose de super important. Et c'est une activité qui est naturelle, spontanée et qui est indispensable pour l'enfant et dont le but principal, c'est quand même le plaisir qu'il va procurer. C'est l'activité principale d'un enfant de sa naissance à... on espère que ça ne finit pas. Le jeu est important tous les moments de la vie. On reste grand enfant aussi jusqu'à 99 ans, 109 ans. C'est ça. Le nourrisson, entre 0 et 3 mois environ, il joue déjà, en fait, on dit même que les bébés jouent déjà dans le ventre de leur maman avec le cordon ombilical. En fait, il va apprendre, il va jouer avec ses mains, ses pieds, les draps du lit. Et dès qu'il va être un peu plus grand, il va commencer à attraper les objets qui sont autour de lui ou les jouets qu'on lui propose. Il va essayer de faire du bruit avec, les mettre dans sa bouche. Et de cette façon-là, il va commencer à apprendre et à comprendre comment le monde tourne autour de lui. Le tout petit, entre 9 et 18 mois, il va explorer le monde, il va commencer à se déplacer de mieux en mieux
Et c'est à cette période-là qu'il va toucher absolument tout, surtout ce qui lui est interdit de toucher. Il va commencer à sentir le poids des objets, la texture, le bruit qu'ils font. Et encore là, il va apprendre comment ça fonctionne autour de lui. Ensuite, le plus petit, mais toujours un peu plus grand, c'est le petit entre 1 an et demi et 3 ans. Il va commencer la période des jeux d'imitation. C'est une période super importante où il va adorer imiter ce que les adultes y font. Par exemple, il va jouer avec des casseroles pour faire du bruit et puis pour faire comme maman et papa font à la maison pour faire la cuisine. Et on va les surprendre à utiliser nos tics de langage, ce qui est plutôt marrant la plupart du temps. Quand par exemple ils vont faire semblant d'être au téléphone ou qu'ils vont jouer avec leurs poupées comme si c'était eux les enfants et on se dit tiens, c'est vrai que je dis ça assez souvent. Et ces jeux d'imitation, ils sont super importants pour les apprentissages parce qu'il va commencer à comprendre comment les humains ils fonctionnent autour de lui. Et les codes sociaux qui se trouvent également autour de lui. Jusqu'à cet âge-là, les enfants ils jouent plutôt tout seuls. Et puis après 3 ans, ils vont commencer à jouer avec leurs camarades. Donc ils vont continuer les jeux d'imitation mais à plusieurs. Ou alors ils vont commencer les jeux d'imagination. Ils vont se créer un monde autour d'eux. C'est dans cette période-là qu'ils vont commencer de plus en plus à s'affirmer et à développer leur personnalité. Et l'autonomie, elle est aussi beaucoup développée par le jeu. C'est important de laisser les enfants jouer seuls. Alors jouer seul, ça veut pas dire ne pas être présent près d'eux, hein. Il faut être là, à proximité, que l'enfant sache que l'adulte est près de lui, que s'il est en difficulté, il a quelqu'un. Mais c'est à ce moment-là où il va pouvoir persévérer quand il va faire des jeux, quand il va pas y arriver et que l'adulte n'intervient pas tout de suite. Il va persévérer et c'est ce qui va développer sa confiance en lui. Il va être fier quand il va réussir. Concernant les jeux et les jouets, il faut savoir qu'il n'y a pas de jouets pour filles ou de jouets pour garçons, malgré ce que les boîtes de jeux voudraient nous faire croire dans les magasins. Dans les clichés, c'est les petits garçons qui jouent avec les petites voitures et les petites filles avec les poupées. Alors que, au contraire, tous les enfants peuvent jouer avec tous les jouets et c'est même très bénéfique pour leurs apprentissages et leur développement. Pour qu'un enfant joue, il n'a pas besoin d'avoir des montagnes de jouets dans les placards. Au contraire, si un enfant a trop de jouets, il va saturer et il va plus savoir avec quoi jouer ou alors il va pas aller au bout de ses capacités. Et surtout qu'un bébé et un enfant, ils peuvent jouer avec vraiment n'importe quoi, ce qu'on n'imagine même pas. Ça peut être des cailloux, des feuilles et même son ombre. Les jeux en extérieur aussi, c'est plutôt top. Au parc, par exemple, c'est un bon environnement pour le jeu, pour bouger, pour jouer donc avec des cailloux, des feuilles, plein de petites choses. Et en plus, ça fait autant de bien aux adultes qu'aux enfants, un bon petit bol d'air frais. Et on ne doit pas proposer tout le temps aux enfants plein de jeux. Ils doivent aussi savoir s'ennuyer parce que faut savoir que les enfants, même quand ils s'ennuient pas vraiment. C'est à ce moment-là qu'ils vont développer leur imagination et qu'ils vont créer par eux-mêmes plein de jeux auxquels nous, on n'aurait même pas pensé. Et donc du coup, pour finir, je dirais que le jeu, c'est vraiment le moteur de la petite enfance et de l'enfance. Et que malgré que ça leur procure tout un tas d'apprentissages énormes, le but principal, c'est que ça doit rester un moment de plaisir. Merci Juline. Juline, je voulais t'interrompre sur 2-3 trucs, puis t'as vu, j'étais sympa, j'ai pas coupé ton... C'est beau. Comment tu disais? Je vais pas faire un monologue, etc. Mais c'est parfait, là. C'est une jolie petite chronique. Ouais, c'était une très jolie petite chronique. Mais maintenant, je vais quand même t'embêter un peu. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur l'histoire des boîtes de jeux, des couleurs, des machins, etc. Entièrement d'accord. Il faut continuer de se battre contre ça. Oui. J'ai une princesse de l'autre côté de la vitre là-bas. Du coup, tout le monde regarde parce que je montre avec la main, mais on la voit pas d'ici. Mais j'ai une princesse là-bas qui joue autant avec les petites voitures que, etc., etc. 1000 fois oui. Et aujourd'hui, avec les nouveaux pères, avec la nouvelle société, avec les familles monoparentales, je pense qu'ils voient autant, pour la plupart d'entre eux,
entre les papas, et tant pis si je bouscule des préjugés qu'on aimerait bien laisser s'installer, mais les papas faire le ménage ou la cuisine, et c'est un fait. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je mets juste un petit bémol quand on voudrait absolument aller, j'attends d'excès excessif, moi j'aime pas. Aller vers un excès, je fais juste une petite parenthèse, c'est que après, comme disait Victor Hugo dans 93, ce qu'on veut c'est l'égalité, mais pas l'identité. Il y a une différence d'identité, voilà. Donc soyons égaux avec nos différences. Il y a aussi des fois des petites différences qui sont, et ces différences-là sont aussi sympas. Heureusement, on est quand même tous différents, comme dit le slogan de la radio. Voilà, aimons-nous dans la différence. Donc c'est l'égalité que l'on vise et pas le nivellement de l'identité. Heureusement que nous avons quand même tous des différences. Voilà. Pour fermer la parenthèse. Mais après, je voulais revenir sur un truc parce que tu parlais du mimétisme. L'enfant qui agit par mimétisme du monde qui l'entoure, et ces jeux, et tu l'as très bien démontré, sont un peu le reflet de cette quête d'un mimétisme qui lui permet effectivement de se fondre dans l'univers qu'il découvre, etc., puis de le découvrir. Et c'est vrai, mais une petite parenthèse, je pense aussi que c'est vrai dans l'autre sens. C'est un petit message que lance le clown que je suis, mais il faudrait peut-être que les adultes davantage pensent qu'il y a un mimétisme dans l'autre sens. D'ailleurs, tu l'as à un moment donné dit aussi, c'est-à-dire que l'enfant imite, mais nous, finalement, quand on prend le temps, parce que je reviendrai dans cette émission sur la notion de prendre le temps, je trouve que les adultes prennent de moins en moins le temps, mais prennent le temps d'être à l'écoute, et tu l'as dit toi-même, ah bah tiens, c'est vrai que je dis ça régulièrement, c'est vrai finalement. Et ce qu'il nous renvoie, nous aussi, finalement, c'est un message pour de modification ou en tout cas de changement ou au moins de prise de conscience de certaines choses. Finalement, dès le plus jeune âge, les messages qu'ils nous envoient par rapport à leur mimétisme, le reflet de nous-mêmes qu'ils représentent finalement à travers leur jeu, sont assez révélateurs de beaucoup de choses. Et je pense qu'il est nécessaire pour le monde des adultes que de prendre le temps finalement de se regarder nous-mêmes à travers ce reflet-là. Je trouve que c'est intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Non oui, puis je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre des enfants, en fait. On a beaucoup, nous aussi, à les observer et à voir quelles sont leurs réactions dans certaines conditions, etc. Et on a beaucoup à apprendre d'eux. Oui, c'est vrai. Moi, je me demandais une question à tout le monde. Là, est-ce qu'il y a une fatigue du jeu ? Enfin, est-ce qu'un enfant... Je suppose qu'un enfant se fatigue de jouer, mais est-ce que c'est ce moment-là justement où il va commencer à s'ennuyer, ou est-ce que c'est des phénomènes qui sont liés ? Comment ça fonctionne, si quelqu'un a une idée sur la question ? Il peut y avoir une fatigue du jeu quand il y a trop de stimuli, mais c'est ce que Juline expliquait. À un moment donné, en tant qu'adulte, on peut aussi être en retrait. C'est d'ailleurs ce qui peut se passer très régulièrement dans les ludothèques, c'est que l'adulte est non interventionniste, que ce soit, les ludothécaires en tout cas ont ce rôle-là d'être non interventionniste, c'est-à-dire qu'on propose à un moment donné, mais on voit aussi la réaction donc des enfants, des joueurs. Donc il peut y avoir un moment où justement il y a des espaces dans les ludothèques qui sont aussi des espaces plus sensoriels, qui sont aménagés quand il y a de la place dans les locaux, des espaces où on peut avoir des tapis, des moments de repos, où en effet l'enfant va pouvoir se poser, rêver, imaginer et ne pas être dans ce stimuli. Et d'ailleurs on le voit aussi, certaines personnalités, on le voit dès le plus jeune âge, en ont marre à certains moments d'être dans le stimuli, et c'est vrai que certaines familles avec certains enfants qui fréquentent les ludothèques en temps normal peuvent parfois se trouver un petit peu débordés, dérangés par le monde, par le stimuli, et peuvent aussi à un moment donné décider non, on va aller s'aérer, on va aller faire autre chose, on va aller faire un tour, ou alors se mettre en retrait dans l'espace de jeu pour à un moment donné buller, et puis vivre à son rythme. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Julie. Oui, c'est vrai, on aurait tendance, notamment du coup dans les ludothèques, quand on voit un enfant couché sur un canapé qui fait juste rien, à lui proposer des jeux, à lui proposer des choses, même en structure, alors qu'en fait, des fois, il a juste envie de ne rien faire et il pense, il imagine. Et nous, en tant qu'adultes, on a cette vision-là de il s'ennuie, il faut qu'il fasse quelque chose, alors qu'en fait, il est en train de développer déjà plein de choses dans sa tête en ne faisant rien. Et la peur que l'enfant s'ennuie, j'ai l'impression que c'est fréquent chez l'adulte, effectivement. Et quelle différence on fait justement entre le moment où nous, en tant qu'adultes, on va solliciter peut-être à tort un gamin qui effectivement est en train de rêver, et le moment où effectivement un enfant va venir nous voir, alors peut-être à un moment où on n'a pas le temps, on peut pas, c'est pas possible, en nous disant et en formulant explicitement « Oh là, je m'ennuie ». Est-ce que ça rentre dans cette idée qu'il s'ennuie pas vraiment en réalité, ou est-ce qu'il faut répondre à cette sollicitation ? Comment on nuance les choses ?
Alors ça va dépendre de l'âge de l'enfant déjà, mais j'ai rarement, voire jamais eu l'occasion de croiser un enfant de moins de 3 ans qui me disait qu'il s'ennuyait en fait. Je pense que c'est une notion pour les enfants un peu plus grands, alors pour diverses raisons, que ce soit l'attention des parents, envie de faire un jeu avec eux, ou juste tout simplement de l'ennui, ils savent pas quoi faire. Et du coup, quand tu dis ça, ce serait l'idée que ça peut être aussi une façon de solliciter ou d'attirer l'attention finalement de l'adulte ou Oui, ça peut, je pense. Oui. Oui, ça peut être ça. C'est vrai que parfois certains enfants aussi nous sollicitent, les ludothécaires, de manière d'ailleurs très souvent très affectueuse. Il y a un lien quand même qui s'établit avec les familles, les structures qui fréquentent les ludothèques. Et puis, il y a toute la communication non verbale aussi de l'enfant qui va à un moment donné nous mettre en situation de répondre à une demande, que ce soit pour discuter ou que ce soit en effet pour proposer quelque chose, proposer un jeu. Et de toute façon, l'ennui, il est fondamental dans cette quête d'imaginaire, de création imaginaire, etc. aussi. Mais je pense que la position de l'adulte, elle est complexe. Et une fois qu'on a compris cette complexité-là, on a tout gagné. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une quête permanente. On se trompe une fois sur deux, si c'est pas 2 fois sur 3, mais parce qu'il y a celui qui s'ennuie, effectivement, mais c'est une phase fondamentale, etc. Comme tu disais, Juline, peut-être il est en train de réfléchir, de créer son imaginaire, et c'est aussi important après parce qu'il construit une narration, il construit des choses, etc. Donc c'est très important aussi pour son développement. Et puis il y a ceux qui s'ennuient, où ça va devenir une souffrance, c'est un très grand mot, mais enfin, en tout cas, compliqué pour lui. Donc c'est difficile, mais c'est vrai qu'il faut être dans cette quête permanente, parce que, et j'ai une petite parenthèse sur le temps dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être en ludothèque, il y a ça, mais il y a plein de stimuli aussi en ludothèque, il y a plein de choses, puis c'est un lieu différent, qu'ils aiment redécouvrir en tant que lieu aussi, retrouver des jouets qu'ils avaient dans les emplacements précédents, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus, alors j'ai pas de leçon à donner, moi c'est une réflexion que je lance, mais je vois dans des parcs, dans des aires de jeux de parc, etc., puis Adèle m'en fait part de temps en temps, c'est qu'il y a aussi beaucoup de parents avec des téléphones sur les bancs, les enfants qui jouent seuls, etc., qui du coup viennent des fois avec nous s'agglutiner à nos jeux, je peux jouer aussi, etc., et qui font part de cette... alors eux, ils le conceptualisent pas, mais en tout cas... Ils auraient l'air de préférer que ce soit différent, comme je pense aussi, parce que tu parles surtout des enfants de 0 à 3 ans, etc., des parcs. Alors c'est fondamental, les parcs pour enfants, parce que du coup on a d'autres choses à faire aussi, comme disait David, et puis c'est aussi de la sécurité, les parcs dans les salons, là, ça s'appelle des parcs, c'est ça? Oui, et voilà, et on peut mettre des parcs, oui. Des parcs, pas les parcs de jeu, là, je parle des parcs dans les salons, là, pour jouer, etc. Mais ça aussi, bien sûr, c'est important, on a d'autres choses à faire, c'est aussi une protection aussi par rapport aux dangers domestiques, etc. Mais il peut arriver aussi que des fois, ils sont là sans forcément, référence à ce que je disais tout à l'heure pour les parcs à l'extérieur, où les parents peut-être pourraient être un peu plus dans ce contexte de jeu en commun, de symbiose aussi. Donc je pense que la limite elle est difficile, mais j'ai l'impression de sentir que le temps accordé, on peut pas tout mettre sur le fait, en même temps c'est aussi bien qu'il s'ennuie un peu, quoi. Voilà, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, et que j'ai l'impression, moi, que ça se perd un peu. Genre, en tout cas, moi qui suis beaucoup dans les parcs de jeux extérieurs, j'ai l'impression que ça se perd un peu, ce côté binôme de jeux, de délire en commun, etc., etc. Le syndrome de Peter Pan, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais je trouve que l'adulte doit aussi peut-être arriver à jongler entre le rôle d'adulte, des règles, des consignes, mais aussi un bon camarade de jeu aussi pour... je pense que c'est important. Mais c'est votre avis que je demande, pas le mien n'a pas d'intérêt. Oui. Alors Juline, toi tu parlais du jeu seul, mais de temps en temps. C'est-à-dire laisser des espaces un peu de soupape de jeu seul. Mais alors au-delà du jeu seul, il y a aussi le jeu libre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est mis en avant dans les ludothèques. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui choisit d'aller vers un jouet, d'aller vers un jeu, ou de ne pas y aller, de le détourner comme il le souhaite, sans que l'adulte qui est présent est en retrait. Parfois, l'enfant va le solliciter pour jouer avec lui. Et c'est là que parfois c'est un petit peu difficile pour les adultes, pour les parents, de se mettre dans ce monde-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais en tout cas pour tout ce qui va être le jeu de figurines et le jeu d'imagination, donc quand ils sont déjà un petit peu plus grands, pas la petite enfance, on fait jamais ce qu'il faut.
C'est-à-dire que l'enfant, lui, il a déjà son imaginaire, il a son scénario, et on est toujours à côté de la plaque. Et il nous dit, mais non, voilà, il faut faire comme si, mais c'était pas ça qui était prévu, enfin, etc. Donc, en effet, on a du mal à se rentrer à rentrer dans ce monde-là, ou alors on a du mal à faire les choses comme il l'entend. Donc, en effet, soit il faut suivre, soit on va pouvoir aussi peut-être trouver notre place en tant que parent avec avec du jeu, avec certains types de jeux dans lesquels nous on va se retrouver, qui vont aussi faire plaisir à nos enfants. C'est-à-dire que dans les ludothèques, donc bien sûr, il y a l'important, c'est le fait de jouer. Donc il y a le jeu libre, il y a différents types de jeux. Donc il y a les jeux d'imitation, les jeux d'imagination, et il y a aussi tout ce qui va être le jeu de règles. Mais alors attention, le jeu de règles, c'est pour les enfants plus grands. On voit aujourd'hui des éditeurs de jeux qui proposent des boîtes de jeux de règles dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, qui ne sont surtout pas à imposer à un enfant qui va bien mieux se développer avec le jeu libre. Mais il peut avoir envie déjà de faire du jeu de règles aussi. Et dans ces petits jeux de règles, il peut y avoir aussi des figurines, donc il peut simplement déjà jouer avec les figurines sans jouer avec la vraie règle. Et puis petit à petit, il va se développer, il va avoir envie de faire du jeu de règles, de découvrir en fait un univers, des règles, de les accepter, d'essayer de se mesurer à l'autre en acceptant ces règles-là. Et après, il va pouvoir aussi faire des jeux de règles très simples. Il y a des jeux d'adresse ou des jeux d'exercice. Je veux dire, ne serait-ce que de manipuler une toupie ou un bilboquet, c'est déjà un jeu super intéressant, de voir les effets produits, de voir les effets se répéter, d'avoir aussi cette confiance dans le fait que le jeu va réagir de la même façon à chaque fois, de retrouver un petit peu ses habitudes. Et puis après, bien sûr, on va pouvoir un peu développer, faire des jeux de coopération, mettre aussi des jeux de stratégie, des jeux de placement qui vont permettre aussi de découvrir des univers. Et soit ça marche pas. Donc de toute façon, il n'y a pas à insister mais certains enfants aiment aussi beaucoup les jouets et les jeux en tant qu'objets parce qu'ils leur permettent aussi de rentrer dans un univers qui n'est pas leur univers quotidien. Il y a une phase un peu dinosaure, ou alors on va aimer les univers fantastiques avec des fées, des elfes, des dragons. Du coup, on va pouvoir rentrer dans un univers avec ce jeu-là, et là, le parent ou l'adulte va pouvoir également trouver sa place, puisque la règle va être la même et pour l'enfant et pour l'adulte. Et des fois, j'ai l'impression que paradoxalement, le jeu est super sérieux pour les enfants. Il y a des moments où ça me donne le sentiment qu'ils sont dans un truc, comme on disait tout à l'heure, le fait que nous, on est toujours à côté et qu'effectivement, c'est pas adaptable parce qu'eux, ils avaient déjà leur scénario en tête et leur univers en tête. Et donc, c'est extrêmement sérieux et ils plaisantent vraiment pas avec ça, quoi. Et paradoxalement, on se retrouve effectivement avec l'idée que, dans l'impression que j'en ai, sans être professionnel du tout, de la petite enfance, c'est le côté, voilà, le jeu, ça plaisante pas, quoi, pour les enfants. Ah oui, c'est très sérieux. D'ailleurs, alors, il peut y avoir certains joueurs qui vont essayer de tricher, mais c'est vrai que si c'est l'adulte qui s'en rend compte, soit on laisse passer, soit on laisse pas passer. Mais si c'est un autre enfant, un autre joueur, c'est vrai que ça peut conduire à des drames. Et puis, il y a bien sûr la gestion de la frustration aussi, qu'on apprend. Je pense que Julie ne va pas me contredire là-dessus. Voilà, qui est aussi très importante d'apprendre au travers du jeu. Et à un moment donné, il y a ce jeu pour jouer. Donc, c'est vraiment cette action très sérieuse de jouer pour jouer. Oui, c'est tout l'univers de l'enfant, le jeu. Et Chamallow, tout à l'heure, tu disais... Qu'est-ce que j'ai dit ? Une bêtise. Non, pas du tout, au contraire. Quand les enfants jouent au parc à l'extérieur et que les parents sont parfois, souvent, trop, sur leur téléphone portable, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux enfants qui jouent seuls et que l'adulte doit être présent à côté. En fait, il y a la présence physique. Donc là, le parent est bien à côté, certes sur son téléphone, et il y a la présence psychique. En fait, c'est quand le parent est disponible psychiquement et l'enfant, lui, il fait très très bien la différence de voir son parent visuellement et de savoir si vraiment il peut avoir une interaction avec lui à ce moment donné où lui, il joue sur le toboggan ou en un coup d'œil, il va voir si son parent est, même s'il ne le regarde pas tant qu'il n'est pas sur son téléphone et qu'il est disponible pour lui, l'enfant va vite le comprendre et c'est vrai que ça a un grand impact sur la façon dont va jouer seul l'enfant en fait. Oui, parce que honnêtement, des mots d'enfants, soit de ceux qui vont rejoindre nos jeux, etc., soit même des enfants avec lesquels je joue, ou la mienne ou d'autres, etc.,
qui analysent les situations, en vérité, leurs mots d'enfant sont très très forts. Et tous ces mots-là sont assez révélateurs qu'ils le perçoivent et qu'ils aimeraient bien que ce soit différent, quoi. Et ce qui me surprend toujours, c'est que le monde des adultes, ces signaux-là, ne nous modifie pas nous-mêmes, quoi. Ouais, et ça, je suis un peu surpris. Et j'ai l'impression que ça s'amplifie. Mais après, on a toujours du mal avec les ça s'amplifie et les c'était mieux avant. Et sur quelle donnée, je fais pas de statistiques, donc je suis toujours assez prudent, même quand ma perception elle est de ça s'amplifie. J'ai pas fait de stats sur l'année d'avant, quoi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez dense. Je me permets de moi-même de me censurer mes statistiques. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression, si c'est plus, en tout cas que c'est beaucoup. Et je vois très très peu ces phases de vraiment d'interaction, et je vois surtout beaucoup d'enfants qui des fois rejoignant des jeux de groupe etc disent ah oui j'aimerais bien que est-ce que je peux être avec vous, et je me dis finalement j'ai un petit sentiment de malaise des fois de me dire ouais, puis on a été enfant aussi, on analyse notre propre enfance aussi sur des moments où c'était peut-être effectivement mieux et c'était bien qu'on soit seul, puis il y a des moments où on a tous des moments où on se dit peut-être que une proximité un peu plus grande nous aurait satisfait, je pense, quoi. Alors est-ce que ça s'amplifie ou pas? J'en sais rien. Moi j'avais failli dire en faisant le vieux schnock que c'est les portables, parce que je vois que c'est ça, mais ça se trouve pas du tout. Ça se trouve il fera autre chose, il fera du bilboquet sur leur banc, mais j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, je pense que c'est il faudra qu'on s'interroge sur ça si jamais le phénomène voilà, ou être à l'écoute des enfants. Après sur les ludothèques, j'entends ce que vous dites Bérangère, mais moi j'avais fait un petit bémol en disant peut-être pas dans les ludothèques, parce que c'est vrai que les ludothèques il y a tellement les stimuli liés au lieu extérieur de leur maison, etc., que des fois là ils vont peut-être un peu oublier aussi les parents qui sont venus en étant dans des jeux, ils retrouvent des jeux qu'ils avaient laissés une semaine avant, un mois avant. C'est un peu comme quand ils vont chez l'anniversaire d'un copain, etc. Au bout d'un moment ils oublient, mais c'est vrai que les bibliothèques, il y a une densité d'appels comme ça, de choses qu'ils retrouvent. C'est peut-être un peu différent. Là du coup le parent. Moi, je parlais des parcs. Oui, il y a une démarche de venir à la ludothèque, c'est-à-dire que c'est vraiment une belle démarche, déjà un bel effort de la part des parents de venir à la ludothèque en souhaitant offrir cette possibilité-là donc à leurs enfants. Après, on se rend compte avec les familles qui fréquentent régulièrement la ludothèque qu'eux aussi, les parents aussi, ils trouvent leur compte. Parfois, donc c'est vrai que les ludothèques de Maxéville, nous, on a un service de prêt de jeux et de jouets. Donc on peut aussi ramener les jeux et les jouets trouvés, testés à la ludothèque chez soi dans un univers plus familier, donc justement avec moins de stimuli. Et parfois, les parents trouvent aussi des jeux pour eux-mêmes, soit pour jouer entre adultes, et aussi des jeux avec lesquels ils vont pouvoir jouer avec leurs enfants et prolonger l'expérience de jeu. Donc il y a une démarche forte, et c'est vrai que c'est très très chouette que cette démarche soit réalisée par les parents, et je les invite largement à faire ce test-là, de se rendre compte qu'ils vont forcément y trouver leur compte également. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est un espace aussi pour les parents de rencontre, pour certains parents isolés, où certes il y a des enfants, mais du coup on rencontre d'autres parents et il y a une certaine communication? Alors c'est vrai que il y a deux objectifs principaux aux ludothèques. Donc il y a bien sûr le fait de mettre à disposition un fonds de jeux et de jouets, donc on doit être un lieu de ressources jeux et jouets à destination des familles ou des collectivités qui viennent sur place et qui empruntent. Et donc là, on donne à jouer. Ça, c'est le rôle des ludothécaires et des ludothèques, c'est de donner à jouer, de mettre en jeu, de développer des actions sur le fait de jouer. Et parallèlement, le deuxième objectif, c'est bien sûr de développer, de tisser le lien social. Donc c'est vrai que les enfants se retrouvent entre eux et ils sont heureux aussi. Les parents, les collectivités aussi sont très contentes de venir discuter avec d'autres professionnels, échanger. C'est vrai que voilà, c'est un lieu qui est fort aussi de lien social. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais ouais. Qui est-ce qui vient? Alors, quelles structures viennent Alors, donc, on a des structures petite enfance. Donc là, je rejoins ce que Juline disait. Donc, on a bien sûr des crèches, des assistantes maternelles qui fréquentent les ludothèques. À côté de ça, on va avoir aussi des structures avec des enfants plus grands, donc des écoles, des services périscolaires, et puis des collectivités spécialisées, donc instituts médico-éducatifs, des publics en
empêchés aussi, donc des adultes handicapés. Voilà. Donc on a vraiment la ludothèque, c'est vraiment un lieu ouvert à toutes et tous, quel que soit l'âge, quelles que soient les spécificités. Ok. Et alors, du coup, enfin, c'est ce que j'allais dire, ce qu'on a commencé à dire sur les conditions actuelles. Comment ça fonctionne dans les conditions actuelles? Comment on ouvre une ludothèque aujourd'hui, précisément? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que ce deuxième objectif de lien social sur lequel m'interrogeait Juline, c'est beaucoup plus compliqué dans le contexte sanitaire actuel. Donc on a des préconisations nationales qui sont un peu une déclinaison des préconisations pour les bibliothèques, puisque les ludothèques sont aussi des établissements culturels comme les médiathèques, les bibliothèques. Donc on n'a pas le droit de tout faire comme avant. On peut encore accueillir donc les structures, c'est-à-dire qu'on accueille les groupes déjà constitués. Voilà, comme un petit groupe de crèche, un groupe d'un institut médico-éducatif, voilà. Le but, c'est d'éviter les brassages. Donc on va plus pouvoir accueillir les familles en même temps, et donc c'est là que voilà le lien social va pêcher. Et on fonctionne par le biais du prêt de jeux et jouets, c'est-à-dire que pour le coup, les familles peuvent venir chercher des jeux et des jouets pour jouer à la maison. Bien sûr, on est là quand même, on a notre plexiglas, on a notre masque, les familles sont aussi masquées et on va pouvoir conseiller des jeux, faire une mini démo pour expliquer un petit peu les règles et puis en général, on connaît aussi bien. Enfin, on a cette chance à Maxéville de connaître les familles et les structures qui fréquentent les ludothèques et d'être quand même assez proche de nos adhérents et de pouvoir les conseiller le plus justement possible. Mais en tout cas, il n'y a plus d'accueil de particuliers comme la Poussinette qui m'a rejoint, des familles comme ça hors structure. Voilà. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible à cause du brassage, à cause des brassages. Ça s'explique très bien, mais on le dit aux auditeurs parce que encore une fois, tout change en ce moment. On est dans un petit flou artistique, donc c'est bien de le dire, effectivement. Et on espère que ça rouvrira vite. Oui, et on fera notre maximum à partir du moment où on aura le feu vert. Parce que vous voyez, si je vous rends hommage, c'est que on parlait de jeux tout à l'heure et peut-être aussi du fait du syndrome de Peter Pan ou de ma vision des choses ou de mes clowneries. On passe notre vie à s'amuser, à jouer avec la Poussinette et pourtant, c'est à ça que je voulais en venir, une affiche sur une ludothèque qu'elle connaît bien en ce moment, qui est écrit en gros fermé, je connais même plus la formule, c'est marqué fermé en gros, mais il y a une autre formule en dessous. Et c'est assez tragique entre guillemets quoi. Chaque fois que je vois cette affiche, que je lui dis que c'est encore fermé, voilà, c'est quand même un lieu. On n'y allait pas si souvent que ça, peut-être quand même peut-être 2 ou 3 fois par mois. Mais de savoir que c'est fermé et que de voir à travers la vitre tous ces, parce que chaque zone de la ludothèque finalement pour l'enfant c'est un univers. On parlait tout à l'heure du sérieux, de l'investissement dans les jeux et effectivement c'est un univers qui du coup est en stand-by, en arrêt. Donc on espère que très vite ça rouvrira. Mais c'est vrai que c'est dramatique et qu'on commence à sentir une réelle lassitude. Des familles, des assistantes maternelles, de ne plus pouvoir venir jouer dans les ludothèques. Et c'est d'autant plus difficile quand les familles viennent emprunter des jeux, si les enfants sont là, de voir la ludothèque vide, déserte, et de venir simplement emprunter des jeux. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est dramatique. Et il faudra développer, David, il m'a pas encore fait de coup de coude. C'est bien avec les vitres, on peut pas faire de coup de coude. Ça, s'il y a un point positif actuel, il y en a sûrement qu'un, à mon avis, un demi, c'est ça. Non, mais je pense à ça en vous écoutant, mais il faudra prolonger cette émission. C'est qu'il y a ludothèque en tant que lieu, et comme ça, je veux dire, vous, lieu physique, géographique, etc. Mais moi qui interviens régulièrement, j'étais hier encore à Réalis, par exemple, et puis j'avais joué il y a pas longtemps avec la puce à l'Ars Camille Matisse aussi. Enfin, je veux dire, c'est que chaque structure a aussi des ludothèques internes, c'est-à-dire des pièces, appelées ludothèques. Et ces lieux-là, je pense que ce serait intéressant de méditer sur le fait de ludothèque dans cette période actuelle un peu, comment dire,
qui peut se délocaliser, itinérante, c'est le mot que je cherchais, merci. On coupera au montage, hein. Finalement, tu vois, Juline, c'est moi qui ai bafouillé le premier, hein. Qui cherchait un mot. Voilà, itinérante, mais c'est un peu ce que vous faites, hein, par le prêt, justement. C'est la ludothèque un peu à la maison, comme ça, pour l'enfant. Et on fait des animations extérieures aussi, dès que possible, et ce sera peut-être possible plus vite que de reprendre des animations en intérieur. Donc dès que les beaux jours seront là et qu'on pourra un petit peu ouvrir, faire des choses hors les murs, voilà, oui, c'est ce qui est prévu, si c'est possible. Je voulais juste réintervenir par rapport au jeu, je suis en train d'y penser, et à ce qu'on fait en réussite éducative. Enfin après ça c'est une conviction personnelle, mais la place du jeu est hyper importante parce que c'est... Comment dire, j'ai pas forcément grandi sur tous les plans de mon être. Donc le jeu c'est quand même important, y compris avec les casseroles dans la cuisine. Mais toujours est-il que je me rends compte, il y a cet accueil général, tout public, et c'est vrai que moi le jeu j'ai tendance à l'utiliser. Je pense à un exemple il y a pas longtemps dans un entretien avec une jeune fille qui était pas trop bien, et on est parti, ça s'est fait intuitivement, on l'a pas du tout planifié, à jouer au morpion. En fait, on avait une feuille et en fait en même temps qu'on jouait, d'ailleurs on l'a transformé en puissance 4 sur feuille, c'était assez rigolo, ça s'est étendu. Mais en fait, c'était aussi, on a discuté pendant ce temps-là, et entre les moments où on jouait, entre chaque tour de chaque personne, on a pas mal échangé, et je sentais que le fait de se concentrer sur le jeu lui permettait en parallèle de libérer une parole, et c'était assez intéressant. Et sans ce support-là, on aurait beaucoup plus galéré. Après, le support s'est mis en place automatiquement, c'est même elle qui l'a proposé, si je dis pas de bêtises, spontanément, qui a dit on joue un petit peu, et à partir de là, on a pu discuter. Sans jouer, ça aurait été peut-être plus compliqué. C'est vrai qu'on a des échos de certaines familles, par exemple, notamment quand il y a des relations un peu conflictuelles avec les adolescents. Il y a souvent, à un moment donné, une demande d'un jeu qu'on va pouvoir faire ensemble pour un petit peu apaiser les tensions, pour se retrouver, pour être au calme, et notamment un simple puzzle aussi, avoir un puzzle sous la main, décider de le faire ensemble, de partager un moment, parfois même silencieusement, sans être ni dans l'affrontement, ni dans le dialogue, si on n'a pas envie. Ça peut être justement un facilitateur et apaisant. C'est ce que pardon, excuse-moi. Non, c'est à toi. Vas-y. Non, mais pas de raison. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage pour les deux, hein, parce que tout à l'heure je disais le temps, les parents, etc. Mais en même temps, c'est pas simple non plus, hein. Puis ça dépend des personnalités, de plein de choses. Donc moi j'ai aussi des fois entendu des adultes qui me disaient oui, mais moi aussi j'aimerais bien, mais je sais pas comment commencer, puis j'ose pas trop, et puis c'est pas dans ma nature, puis il y a des gens plus taiseux, etc. Donc je jetais pas la pierre, mais c'est vrai que c'est un apprentissage des deux à chaque fois. De toute façon, notre vie en commun avec un enfant, c'est un apprentissage mutuel, ce qu'on disait tout à l'heure sur le mimétisme. Donc la ludothèque permet ça aussi, c'est-à-dire finalement c'est vrai que faut le dire aussi, hein, c'est pas simple, on peut pas c'est pas qu'une critique, c'est que, et finalement voilà les puzzles, parce que moi je dis comme ça, hein, mais vous marquez un point, et Adèle aussi parce qu'elle dit puzzle quoi. Du coup elle va encore me dire que c'est moi qui ai tort, mais voilà, même les puzzles, etc. Pardon, au Champ-le-Bœuf on disait puzzle quand j'étais petit, mais elle m'a déjà expliqué que c'est moi qui me trompais, donc mais du coup oui, je pense que c'est effectivement ça, le jeu, par le biais du jeu, comme dit David, voilà, je pense que c'est un apprentissage des deux, de cette relation parent-enfant, adulte-enfant, etc. Voilà, je pense que c'est positif, bénéfique pour les deux, hein, pour l'enfant comme pour l'adulte, non ? Le jeu reste le meilleur moyen de communication entre un adulte et un enfant, je pense. Et c'est plutôt universel aux quatre coins du monde. Je veux dire, si là on croise un enfant qui ne parle pas notre langue, la chose qui va marcher avec un enfant, ça va être le jeu. Il y a un échange, il y a un lien qui commence à se faire avec ça. Et c'est vrai que c'est pas évident pour tous les adultes de jouer. Ça demande un certain lâcher prise, et qui n'est pas donné à tout le monde, et qui n'est pas facile à avoir parfois en tant qu'adulte aussi. Non, puis ça dépend de notre histoire personnelle aussi, hein, oui. comment on a été élevé, nos parents, etc. C'est sûr que c'est pas. Et puis de notre personnalité simple. aussi. Enfin, on est plus ou moins créatif. On a l'idée de faire un morpion ou on n'a pas l'idée de faire un morpion. C'est pour ça que on peut avoir besoin de support. On peut avoir besoin d'un support, d'un jeu qui existe, qui est ficelé, qui va nous guider dans cette démarche, comme on va pouvoir inventer quelque chose ou simplement même construire une cabane chez nous. Voilà, vraiment, on est libre d'adapter le jeu aussi à notre personnalité. Oui. Et ça serait presque intéressant de faire
un catalogue, en même temps c'est horrible, il faut pas faire ça, mais de faire un catalogue des jeux d'enfants, mais que les enfants ont inventé seuls ou en groupe. Enfin, en repensant moi à mon enfance, mais aux récits que j'ai pu entendre aussi autour de moi, il y a quand même un niveau de créativité qui est complètement hallucinant. Enfin, c'est quand on y repense en tant qu'adulte, Ouais. c'est des fois je me dis c'est pas possible qu'on ait pensé à tout ça et qu'on ait créé tout ça. C'est quasiment inimaginable. Or, on le faisait spontanément et sans même se rendre compte qu'on était en train de le faire. Je pense qu'on était vraiment... et ça correspond peut-être à ce lâcher prise, effectivement, dont tu parlais, où finalement, on se posait pas de questions en tant qu'enfant. C'était peut-être un besoin quelque part qu'on venait travailler et ça fonctionnait effectivement aussi bien seul qu'en groupe. Et c'est fascinant, je trouve. Mais il y a une évolution positive, parce qu'on parlait du langage tout à l'heure. Le baby des marmots et ma bibliothèque, j'ouvre chacun des mots qu'ils disent comme on prend un livre et j'y découvre un sens profond et grand. Victor Hugo. Mais c'est vrai que le langage est très important. Je crois que dans une ludothèque d'ailleurs, ça serait bien qu'on note comme ça des petits mots d'enfants, etc. Parce que finalement le langage c'est très important. Mais je vois qu'il y a quand même une évolution là-dessus. Je vais quand même être positif 5 minutes. C'est que, j'allais dire depuis Dolto, mais on dit toujours tout depuis Dolto. On dirait que voilà tout. Mais en plus c'est pas tout à fait juste tout ça, mais quand même, à partir de là, on les écoute beaucoup plus que dans les générations précédentes, et l'importance qu'on accorde à leurs propos, qui sont des propos cruciaux pour eux, parce que c'est leur vie, et c'est aussi important que nous, quand on parle politique, football, etc., ou que sais-je, c'est-à-dire que pour eux, c'est crucial. Et il y a très longtemps, avant cette évolution-là sur voilà, ce dont tu nous parlais, Juline, c'est-à-dire la perception. Oui, bien sûr. En plus, on est filmé, donc tac, tac, tac. Dites-moi quand je parle trop. Mais c'est vrai qu'on prend attention maintenant, beaucoup plus qu'avant, à leurs mots, à leurs propos, etc. Parce qu'effectivement, c'est un être qui parle de quelque chose qui est fondamental pour lui. Mais dans le jeu aussi. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'importance de ce qu'ils investissent dans le jeu. Eh bien, de même qu'il faut pas négliger leurs paroles en disant on verra plus tard. Attends, là c'est les grands qui parlent. Voilà, moi je suis une génération, c'est ce qu'on nous disait. On faisait même manger les enfants à une table là-bas, et puis voilà, les grands ils parlent, chut, silence. Maintenant, voilà, on discute avec eux. On les laisse déjà parler eux, mais aussi on parle avec eux. Mais pour leur jeu, c'est aussi important parce que c'est vrai hier, je me suis fait disputer parce que le fermier Playmobil, il devait pas rester debout, il devait rester couché. Voilà. Et c'était, moi, je faisais jamais bien. Fois, hein. On est à côté de la plaque. Bien, toi, tu l'avais mis debout. Ouais, j'avais mis debout, mais il fallait qu'il reste couché. T'es un grand malade. Mais non, mais c'est vrai. Là, par contre, il y a une évolution positive, je trouve, quand même, sur le langage. T'es d'accord, Choupinette? Voilà. Et je vois que ça va bientôt terminer. Donc, et elle avait pas quelque chose à dire, Adèle, sur la ludothèque? Est-ce que tu veux que les ludothèques rouvrent? Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Non. T'oses pas parler? Non, c'est pas grave. T'oses pas? Bah là, c'est filmé, c'est pour ça que j'ai montré ton dessin. Ce sera pas pour maintenant, peut-être tout à l'heure. Peut-être Il nous reste une petite dizaine de minutes. Moi, je voulais juste repréciser au niveau de la réussite éducative qu'on a un certain nombre d'ateliers effectivement qui intègrent du jeu. La thématique n'est pas le jeu, mais ça en intègre quand même une partie. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a le côté où nous, en tant qu'adultes, on a des objectifs précis par rapport au jeu et on sait pourquoi on l'utilise et pour en faire quoi. Et moi, j'ai toujours à cœur de dire que les enfants, il faut qu'ils aient entendu formuler pourquoi on fêtait le jeu, on va dire, et pourquoi on fêtait l'activité, mais juste une fois au départ, parce qu'ils ont droit à cette information-là. Simplement, après, il faut qu'ils soient laissés, qu'on les laisse tranquilles avec ça et qu'eux passent juste un moment, effectivement, où ils jouent ensemble, où ils s'éclatent, où ils vont aussi communiquer ensemble au sein des petits groupes qui peuvent tourner actuellement. Et mais que nous, le sens qu'on y met en tant qu'éducateur, en tant que, enfin voilà, tout ce qu'on veut en tant que professionnel en tout cas, il soit épargné de ça en tout cas au moment de la pratique, quoi. Ça me semble assez important non plus qu'on leur prenne pas trop la tête avec l'aspect éducatif du jeu. Oui, la récupération du jeu pour servir un objectif précis. Après, les professionnels qui fréquentent les ludothèques ou qui utilisent le jeu comme outil, comme ressource, oui, ça c'est normal, mais on se rend compte finalement dans les ludothèques, à force de voir les structures et les professionnels venir, que ce soit des éducateurs de jeunes enfants ou d'autres professionnels ou des animateurs, etc., que ils trouvent un intérêt en fait à tous les jeux. Finalement, on va pouvoir adapter en effet on va choisir certains jeux pour servir tel et tel objectif ou les conseiller, mais on pourrait aussi très bien se dire, on arrive et puis on choisit un jeu au hasard, celui qui fait plaisir, et on se rendra compte à la fin du jeu de l'apport
de l'apport important pour les enfants, pour le groupe de personnes fréquentant la ludothèque, de ce jeu-là, alors qu'il n'y avait rien de prévu. Et c'est d'ailleurs des découvertes, rien que le plaisir que ça procure, la motivation qu'on peut voir aussi, tout ça, c'est des choses. Et puis la coopération, ou comment aussi on va s'affronter, comment on va régler nos différends par le biais du jeu, tout ça, c'est finalement ça va venir, ça va s'imposer. Après, Oui. C'est rigolo ça. J'ai pas fini ma phrase. on y arrive. Ok, J'arrivais vas-y. pas. Ah ouais, d'accord. Oui. Allez-y, Vérangère. Non, mais. C'est marrant, on a Oui, démarré 3 en même temps là. Cette fois, c'est mort. C'est rigolo. Alors du coup, je renchaîne. Vas-y, David. Non, mais quand je disais ça, je pensais plus à des jeux justement qui sont pas forcément avec des supports sur table ou je pensais vraiment plus à des jeux qui vont être du style avec un ballon, avec enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement avec un petit groupe et comment on peut aussi travailler sur le passage de la parole, justement sur les règles, sur la manière de se présenter. Je pense aux ateliers théâtre relaxation d'Isabelle à la réussite éducative, que je salue en passant. Et comment elle utilise effectivement cette notion de jeu ensemble, en groupe, physiquement, sans support sur table, pour aller travailler effectivement, voilà, ne serait-ce que la prise de parole, par exemple. Les fameux jeux du ballon qu'on se passe, on se présente, etc., avec différentes humeurs à interpréter. Et je trouve que c'est super intéressant, ces choses-là. Et c'est vrai que c'est rigolo, et je pense qu'ils sont pas dupes en plus. J'ai l'impression qu'ils sont pas dupes du fait qu'on fait un peu plus que simplement faire un jeu. Et en même temps, ils arrivent à le laisser de côté et à s'investir simplement dans le jeu, tout en étant conscients des choses. De toute façon, le meilleur enseignement passe par l'aspect ludique, hein. On le sait bien. Alors sans les saouler avec les compétences attendues, les prérequis, les objectifs pédagogiques, etc., bien entendu. Même si, comme dit David, je pense effectivement qu'une verbalisation vulgarisée de ce pour qu'on est là, parfois ça peut être intéressant effectivement, mais même sans les saouler avec tout ça, sur les termes théoriques, on sait très bien quel meilleur enseignement. Enfin, je le vois dans mes cours de cirque aussi, ou Adèle dans ses cours de danse. Finalement, parfois, on va faire un jeu. Nous, on sait ça va développer telle ou telle compétence pour la suite, telle ou telle gestuelle, aptitude et tout. Voilà. Mais c'est souvent là. Par le biais du ludique, on le voit dans toute forme d'ailleurs d'enseignement, hein, pas que le cirque ou la danse, hein, mais même des enseignements qui pourraient paraître plus théoriques, des disciplines plus classiques. Hein, il m'est arrivé d'enseigner le cirque pour enseigner le français langue étrangère par le biais du cirque, hein, pour travailler le vocabulaire, les accessoires, etc., etc. Du coup, je parlais plus que dans les cours de cirque habituels, ça aurait déplu à David, mais pour développer le langage. Mais on sait très bien que c'est le ludique, souvent la porte d'entrée. Pour ouvrir l'esprit, hein, pour permettre comme ça que la personne soit ouverte à l'acquisition de choses. C'est souvent le ludique et dans plein de disciplines, d'enseignement, on passe souvent par le biais on le voit à l'école, hein, primaire, maternelle, c'est souvent des activités ludiques quand on regarde leur classeur en fin d'année, etc. Et souvent le ludique, à mon avis, est la porte d'entrée la plus à même dans le monde des grands, hein. Je pense, pour acquérir telle ou telle compétence, je pense. Après, parce qu'on se dirige tranquillement vers la conclusion, là, il nous reste 3 minutes, grosso modo. T'as vu, je rappelle chacune, peut-être avec votre spécialité, finalement, quelle définition générale vous donneriez du jeu ? Qu'est-ce que c'est le jeu, finalement, si on veut essayer de le dire en quelques mots ? C'est complètement illusoire, je pense. La question piège venait de lui. Totalement. Merci David. Merci, débrouillez-vous, moi je remballe. Alors je me lance. Alors pour moi, le jeu en tant que future éducatrice de jeunes enfants, pour le coup, ça serait vraiment un moment la première chose, ça doit être le plaisir qu'il procure. Et en tant qu'éducateur professionnel, etc., on sait les apprentissages qu'il y a derrière. Qui sont donc noyés dans ce jeu-là, mais avant tout le plaisir, les apprentissages et le lien. Oui, je rejoins Juline sur la notion de plaisir, de loisir, de liberté, de faire ou de ne pas faire. Le jeu, c'est vraiment voilà cette liberté et le plaisir que ça procure et qu'il soit aussi accessible à tous. Il y a forcément un jeu, une manière de jouer pour chacun et chacune d'entre nous. C'est le centre du monde des enfants, de la petite enfance. Et des plus grands aussi. Ouais. On en parlait encore ce matin. Je me suis couché un peu tard. Hier soir, j'ai joué. Mais le monde est un théâtre où chacun joue la comédie, disait Voltaire. Hein. Donc, non, mais c'est vrai, le jeu, ça reste très important. Mais je sais que David est adepte des jeux vidéo. Je crois qu'on avait fait une très belle émission que vous pouvez retrouver en podcast. Merci. Un dernier mot, non ? C'est bien ou Juline, je sais que c'est bien. Merci. Merci à tous. Merci. On se félicite. C'est bien.
Ça, on se félicite tous. Moi, je vous félicite, vous, surtout. Je félicite Adèle d'avoir été d'accord de se lever tôt. Oui. Chers auditeurs, n'oubliez pas l'émission en podcast. On se retrouve bien sûr le mois prochain avec David. Merci Bérangère, merci beaucoup Juline. Et n'oubliez pas, bien sûr, chers auditeurs, les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis. Je les regarde et puis je les écoute et puis je suis bon et mon cœur s'apaise en leur présence. J'écoute les conseils sacrés de l'innocence. Victor Hugo. Merci, chers auditeurs. Merci à Cyril, merci à Ariel d'être là, de tenir la radio debout, à bout de bras, même dans cette période bien complexe. On se retrouve également le mois prochain avec l'émission à 17h le jeudi sur la vie associative. On reparlera également du Téléthon, on reparlera du bilan du Téléthon 2020. Merci beaucoup David, très jolie émission. J'espère qu'on se poursuivra. Puis comme c'était filmé pendant l'émission, Adèle nous a fait un très beau dessin dont elle nous parlera tout à l'heure. Adèle, tu veux dire au revoir ? Et une belle écriture, c'est vrai qu'elle écrit de mieux en mieux. Merci. Non, mais je vais la rouvrir. Merci, à bientôt, chers auditeurs. Merci à Cyril, le technicien. Merci, Bérangère. N'hésitez pas, les studios sont à vous pour quand les ludothèques rouvriront ou s'il y a d'autres thématiques à aborder. Juline, faut surtout pas hésiter. Voilà, parce que c'est sûrement l'émission dont le thème est encore le plus au cœur de tout ce qu'on raconte habituellement de manière directe ou indirecte. Merci, David. Dernier mot, David. Tu vas annoncer la future émission ? T'as déjà tout préparé ? Non, parce que comme d'habitude, on va faire le briefing pendant le générique. Super. Merci. À bientôt, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org